C'est l'heure de votre déclaration d'impôt. Vous avez jusqu'à début juin pour déclarer vos revenus de l'an passé et savoir à combien vos impôts s'élèveront. Cette somme, que vous avez en partie déjà versée, c'est l'argent qui servira à Emmanuel Macron pour limiter la liberté d'expression des médias alternatifs et instaurer la censure numérique avant 2027. C'est aussi l'argent qui finira dans les poches d'oligarques ukrainiens corrompus pour s'acheter des Bentley et des yachts, pendant que leurs compatriotes se font trouer la peau pour les plans des faucons américains. Vos impôts serviront aussi à financer la politique migratoire et l'un de ses principaux promoteurs, l'audiovisuel public et les salaires délirants des dirigeants, qui plus est incompétents. Alors, si vous en avez assez, il est temps de dire stop. Vous pouvez réduire vos impôts en donnant de l'élan à un projet qui vous parle, un projet qui vous informe, sans compromis. Soutenez TVL et déduisez les 2/3 de votre don de vos impôts. Dès maintenant, privez le pouvoir des moyens de nous nuire. Aidez TVL et informez-vous vraiment. Je compte sur vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, bien sûr, une actualité brûlante et je ne parle pas du réchauffement climatique. Je parle notamment de l'international, bien sûr, avec la reprise des hostilités en Iran, le plein feu israélien sur le Liban et l'intensification des frappes en Ukraine. Dans tout cela, la France semble ne plus peser, alors que nous nous trouvons à 1 an de l'élection présidentielle. Nous allons voir donc tout ça, ce tour d'horizon dans quelques instants. Mais avant, n'oubliez pas, le petit coup de pouce pour l'algorithme. À tout de suite. Et à mes côtés cette semaine, Florian Philippot. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça faisait longtemps d'ailleurs que vous n'étiez pas venu dans le Samedi Politique. C'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Je suis ravie de vous recevoir. Tout va bien, pas trop chaud. Vous avez bien bu, comme l'a dit le ministre de la Santé. Ici, on est bien. J'ai mon petit verre d'eau. Merveilleux. Tout va bien. On nous a dit de nous mettre à l'ombre aussi, je crois. Bon, alors ça, je peux rien faire. On a besoin des lumières. Oui. Non, mais c'est bien. On est bien ici. Bon, tout va bien. On est bien. Alors, si vous voulez bien, on va commencer avec l'international. Florian Philippot, ça va moins bien. Il y a une partie du monde où l'ambiance est vraiment incandescente. C'est le Moyen-Orient. Depuis le 28 février dernier, où Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont décidé de lancer l'offensive contre l'Iran. Nous sommes donc à présent à 3 mois de guerre, une guerre qui devait être courte. Ces derniers jours, Washington, on l'a vu, a repris les hostilités contre l'Iran alors qu'il y avait un cessez-le-feu. C'est des frappes défensives. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette situation ? On est toujours inquiet quand il y a un foyer de guerre, surtout dans une région aussi inflammable. On est inquiet parce qu'on voit déjà les résultats concrets pour nous, c'est-à-dire la crise énergétique. Là, c'est même plus de l'inquiétude, c'est un problème. On a les chiffres qui sont sortis. D'ailleurs, la France a fait moins 0,1% de croissance, donc en récession, en fait, au premier trimestre. Ce qui était évidemment en partie lié à tout ça. Les Français qui n'arrivent plus à circuler, le prix du carburant. Donc, il y a une surinfection de la plaie énergétique, parce qu'il y a déjà une plaie énergétique depuis des années en France, pour d'autres raisons. Donc là, il y a une surinfection avec ces prix délirants. Et puis, une guerre qui est absurde. Enfin, qui est non seulement criminel parce qu'il y a beaucoup de morts innocents. Dès les premiers jours, il y avait ce lycée de jeunes filles qui avait été bombardé avec beaucoup de morts par une frappe, je crois, américaine. Cette guerre israélo-américaine. Alors, côté israélien, on n'est pas surpris. Ça fait des décennies qu'ils veulent attaquer l'Iran. C'est une obsession. Et ça fait des décennies qu'ils veulent entraîner les États-Unis là-dedans. On avait déjà des déclarations d'Hillary Clinton dans les années 2000 qui promettait une guerre à l'Iran. Ce qui a été très décevant, c'est l'attitude de Trump, car il s'est fait élire précisément sur l'inverse. Et je rappelle que lors de son premier mandat, en 2019 précisément, il avait évincé John Bolton, qui voulait l'entraîner à l'époque dans une guerre contre l'Iran, aux côtés d'Israël. Et il a fait finalement, 5 ans plus tard, l'inverse. Comment vous l'expliquez ça, pardon, mais comment vous l'expliquez ce revirement, ce virage à 180 degrés entre ce que Donald Trump a vendu, j'allais dire, pendant la campagne de son deuxième mandat et ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche ? Eh bien, soit, et je ne fais pas partie de ces gens-là, soit on considère qu'il a un plan extraordinaire à 12 bandes et que finalement on va retomber sur nos pattes
et qu'il aura rompu avec le nouvel ordre mondial et qu'on verra ce qu'on verra, et qu'il fallait en passer par là. Je ne crois jamais à ce genre de choses, parce que je pense que c'est une manière de se rassurer ou de refuser de faire son introspection et de reconnaître une erreur d'appréciation qu'on ne pouvait d'ailleurs pas forcément deviner. On n'a pas à culpabiliser. On ne pouvait pas deviner, vu ses propos de campagne, que finalement Tulsi Gabbard allait partir, qu'il allait finalement faire la guerre contre l'Iran. C'était pas possible de le deviner, puisqu'il avait dit précisément l'inverse, et qu'il s'était entouré de gens qui étaient quand même majoritairement des anti-faucons. Et donc là, voilà. Et en plus, si c'est vraiment un plan comme ça aussi compliqué, il y a quand même, je le rappelle, déjà des conséquences. Bien sûr. C'est un plan qui donc accepterait qu'on fasse mourir des milliers d'enfants, d'innocents. C'est un plan diabolique. Et qui, par ailleurs, crée une crise énergétique et économique mondiale. C'est un plan déjà problématique. Donc, non, manifestement, il est suiviste par rapport au gouvernement Netanyahou, c'est tout. Pour une raison qui, pour le coup, je n'ai pas. D'ailleurs, beaucoup d'Américains le disent. Et beaucoup dans son camp le disent. Et ne le comprennent pas. Et donc, puisqu'il y a quelques jours, on était au bord, manifestement, de la signature d'un accord. Netanyahou intervient, et 1 heure plus tard, finalement, Trump dit on va attendre pour l'accord, et la nuit suivante, les États-Unis réattaquent l'Iran, qui n'avait pas attaqué les États-Unis. Je rappelle qu'avant cette guerre, le détroit d'Ormuz était parfaitement ouvert, libre, sans péage. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de nous expliquer que le but de guerre, c'est de libérer le détroit d'Ormuz. Mais ça ne peut pas être un but de guerre, puisque c'est la guerre qui a provoqué sa fermeture. C'est absurde. C'est la première fois qu'on voit ça. Qu'est-ce qui justifierait, Florian Philippot, que Donald Trump s'aligne sur la politique de Benjamin Netanyahou? Parce que bon, si on regarde sur une carte, je veux dire, Israël, c'est un tout petit pays par rapport aux États-Unis, à la puissance économique, n'en parlons pas. Ça n'a pas grand sens. Alors, on va vous dire que c'est un peu une théorie du complot, une parmi d'autres. Non, c'est pas une théorie du complot, c'est une théorie d'influence géopolitique. C'est peut-être d'ailleurs pas l'explication. Peut-être qu'il y a d'autres explications. Peut-être que il visait, il y a quand même une explication. Ce que je dis est étayé par la grande enquête qui est sortie dans le New York Times, qui explique que quand ça s'est décidé en février, il y a eu des réunions à la Maison-Blanche avec Trump, avec son ministre, ses ministres d'ailleurs, Exet, Pompeo. Le vice-président n'était pas là à la première, parce que lui, on sent que Vance ne suit pas. Donc il est très gêné, on l'entend quasiment plus depuis des mois. Mais quand on l'entend, par contre, il suit le gouvernement. Je pense qu'il est loyal. Mais d'après les informations qu'on a et d'après ce qu'on sait de la manière dont ça a commencé, il n'était pas chaud du tout pour cette guerre. Il était extrêmement réticent. Et puis Netanyahou avait expliqué avec ses équipes à l'administration Trump que ça allait être, après quelques bombardements, le régime allait tomber et que c'était fini. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le New York Times qui a expliqué la chose. Alors peut-être que Trump a cru ça. Voilà. Peut-être que Trump a aussi intérêt à faire penser que c'est Benjamin Netanyahou qui... Peut-être aussi. Peut-être qu'il y a d'autres explications. Peut-être que certains de ses conseillers, pour le coup totalement américains, lui avaient expliqué que ça allait gêner la Chine, que ça allait gêner les BRICS, que ça allait désorganiser les routes énergétiques pour la Chine, puisque la Chine, on sait, se fournit beaucoup auprès de l'Iran en matière d'énergie. On sait qu'il y a des liens militaires très importants entre la Chine et l'Iran, y compris d'ailleurs entre l'Iran et la Russie. Peut-être que c'est ça le plan, peut-être que ça allait permettre de réaffirmer le pétrodollar, parce qu'on sait que l'hégémonie du dollar, qui est quand même un point fondamental pour les États-Unis, est attaquée. Mais enfin, aucun de ces buts de guerre, c'est tout ce qu'on doit constater, parce que sinon on spécule à l'infini, on n'a pas les éléments, on n'a pas suffisamment d'informations pour donner la vérité. Ce qu'on peut en revanche constater de manière certaine, c'est qu'aucun de ces buts de guerre vraisemblables n'a été atteint. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le détroit d'Ormuz est bloqué, où il y a une crise énergétique mondiale, où un pays comme la France en est l'une des principales victimes, où il y a des risques de pénurie, de rationnement sur d'autres secteurs qui dépendent, par exemple du pétrole, on parle du kérosène, on parle des plastiques, on parle des engrais, voilà, on parle ensuite de l'inflation qui va comme d'habitude, se diffuser à toute l'économie, y compris au prix de l'alimentation, puisque les engrais et l'agriculture seront touchés. Bon, écoutez, il est temps d'arrêter les frais.
Voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup d'Américains d'ailleurs qui le réclament aussi. Il faut arrêter cette guerre. Et quel rôle pourrait jouer la France dans ce conflit? Parce qu'on a l'impression vraiment que Emmanuel Macron, mais Paris, globalement, ne joue plus grand-chose dans tout Mais je crois qu'on n'a pas été impliqué depuis le début. Je vois honnêtement pas très bien ce qu'on peut faire. On devrait être en revanche beaucoup plus présent sur la question du Liban, qui est quand même un allié, un ami traditionnel de la France. Il y a des liens très anciens. Je rappelle que la France, normalement, est aussi protectrice des chrétiens d'Orient, que la France est à la base des lieux, des possessions françaises. Et là, on a des petits tweets de condamnation des frappes israéliennes au Liban qui sont plus que ça. Enfin, ce sont des villages entiers qui sont rasés, ça remonte vers le nord. Et là, on a une France, contrairement à ce qu'on a connu dans le passé, y compris jusqu'à Jacques Chirac, on a une France quand même qui est aux abonnés absents. Et ça, c'est moralement et politiquement inacceptable. Avant de revenir sur et pour le reste, qu'on s'y implique surtout pas. Je veux dire, qu'on retire le Charles de Gaulle, tout ça. Enfin, c'est pas nous qui allons libérer le détroit d'Ormuz, c'est pas nous qui l'avons bloqué. On va pas être les larbins. Voilà. Il y a Israël et les États-Unis qui ont créé ces dommages, qu'ils les réparent eux-mêmes. Ah, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis ? On n'a pas à les débloquer, à nettoyer les bêtises des autres. Au risque que nos soldats soient pris pour cible, que nos intérêts dans la région, on en a, soient pris pour cible, bien sûr. Que nos compatriotes dans la région, on en a beaucoup, soient pris pour cible. Stop. Voilà. Donc on arrête, on tente les canaux diplomatiques à l'ONU comme on peut, parce qu'on est présent au Conseil de sécurité, on fait ce qu'on doit faire sur le Liban. Pour le reste, on discute avec tout le monde, ce qui est normalement la position traditionnelle de la France. Et on n'est pas là dans la diabolisation néoconservatrice, normalement, nous. On est quand même une puissance de dialogue et d'équilibre. Ce serait bien qu'on s'en souvienne. Sur la question iranienne, là, on a vu que depuis des jours et des jours, il y a cette question de l'accord qui devrait arriver, qui est presque signé, qui est presque abouti. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Donald Trump récemment. Nous avons la plus puissante armée au monde, comme vous le savez. Vous avez vu ce que nous avons fait au Venezuela, ça s'est réglé très rapidement. Et nous réussissons tout aussi bien, mais encore une fois, les gens ne veulent pas en parler avec l'Iran. L'Iran est déterminé, ils veulent vraiment conclure un accord. Jusqu'à présent, ils n'y sont pas arrivés. Nous n'en sommes pas satisfaits, mais nous le serons, nous le saurons. Soit ça, soit nous n'aurons plus qu'à finir le travail. Moi, j'aimerais revenir sur la façon de s'exprimer de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a toujours, j'en parlais la semaine dernière aux côtés d'Édouard Husson, il y a toujours des propositions contradictoires dans ce qu'il explique. C'est-à-dire que l'accord est imminent, quasi signé, mais en même temps, il y a des menaces. Ils sont tous morts, mais ils négocient avec. Enfin, c'est toujours très compliqué de se repérer dans ce que dit Donald Trump. Alors, je sais que certains disent si Donald Trump dit des choses incompréhensibles, c'est que l'ennemi ne pourra pas comprendre ce qu'il veut faire. Mais ça devient quand même très difficile de suivre et ça provoque forcément beaucoup d'instabilité. Oui, ça provoque beaucoup d'instabilité. Ça provoque d'ailleurs une volatilité des prix aussi de certaines matières premières. Et on sait que certains, y compris dans son entourage proche, bénéficient de cette volatilité, de cette spéculation, parce qu'à chaque déclaration, soit le prix du pétrole va monter, soit il va s'effondrer temporairement, ou des cours en bourse de certaines entreprises impliquées dans le conflit à un moment vont monter. Et donc il y a des délits d'initiés, il y a des enquêtes qui sont ouvertes là-bas sur le sujet. Il y a un vrai problème. C'est la captation par des intérêts privés d'une politique étrangère, d'une politique d'État. Donc, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une manière simplement trumpienne de s'exprimer ? Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin, parce que finalement, il s'est toujours un peu exprimé comme ça sur tous les sujets. Ou est-ce que, oui, il veut brouiller l'adversaire ? Enfin, la question, c'est qu'on n'en est même plus là. C'est-à-dire qu'on ne regarde même plus trop ses tweets et ses déclarations, parce qu'on sait que ça sera contredit une heure plus tard. Non, je pense qu'il faut reprendre un petit peu de hauteur et se dire, voilà... Parce qu'il y en a qui vont parler jusqu'à une forme de déséquilibre mental maintenant, comme on l'entendait auparavant au sujet de Joe Biden. Ouais, je sais pas. Il m'a pas l'air non plus. Moi, j'ai pas ce sentiment-là non plus, en fait. Ce que je voudrais quand même expliquer, c'est ce qui est quand même dommage, c'est que on attendait de Trump. Alors d'abord, on n'attendait pas tout de Trump. Moi, j'ai toujours expliqué que le peuple français n'a rien à attendre d'un sauveur étranger. Il n'y en aura pas. Surtout américain. Ni Trump, ni Poutine, ni... je ne sais pas, Orban ou Farage qui nous sauveront. Ça peut être intéressant. C'est pour ça qu'on a analysé la victoire de Trump comme plus intéressante que celle de Kamala Harris pour nos intérêts, et parce que ça peut, sur certains sujets, concorder. C'était intéressant parce que, malgré tout, il a rétabli, plus que l'administration Biden, la liberté d'expression sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est vrai. Ça, il l'a fait. Sur le wokisme, c'est plutôt intéressant, ce renversement de tendance par rapport à ce qu'on avait avant. Sur l'Ukraine-Russie, je préfère sa politique à celle de Biden, même aujourd'hui. Il n'a pas remis $1 dans le circuit pour l'Ukraine. C'est tout ce que je constate. Ça a permis à l'Europe d'en mettre beaucoup plus. Et sur l'Iran, oui. Mais bon, ça, on ne peut pas, pour le coup, le blâmer. Ça, c'est notre responsabilité. Et sur l'Iran, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Si Kamala Harris avait gagné, on l'aurait eu aussi, la guerre contre l'Iran. Mais ce qu'on attendait, c'est que si Trump gagnait, qu'on n'ait pas la guerre contre l'Iran. C'était ça qui était quand même intéressant. Parce que la guerre, on l'avait avec Kamala Harris. Ça, c'était certain. Le camp démocrate était hystérique sur l'Iran depuis des années. En revanche, c'est dommage qu'on l'ait avec Trump. Voilà, prenons un peu de hauteur. Nous avons ici une puissance américaine qui est incapable de gagner en Iran. Comme, évidemment, le camp occidental est incapable de gagner contre la Russie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde a complètement changé, a basculé. Que nous sommes aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus l'hégémonie du camp occidental otanesque, qu'il y a un monde multipolaire. C'est une vraie révolution. Et il faut l'intégrer dans les esprits. Et il ne faut pas l'intégrer en mode paranoïaque en disant « on est foutu », ça c'est les européistes, ou les otaniens, enfin c'est souvent les mêmes, on est foutu, donc on doit être très agressif contre tout le monde veut notre peau. Les Chinois veulent notre peau, les Iraniens veulent notre peau, les Russes la veulent bien sûr, les Américains aussi. Et puis même, il peut y avoir des intrus à l'intérieur du continent européen, les Hongrois si c'est Orban, les Anglais s'ils font le Brexit. Puis on est dans un monde paranoïaque où il n'y a plus que nous, là, retranchés dans notre petit camp, à nous dire tout le monde veut notre peau. Ça, je pense que c'est la vision des paranoïaques européistes. C'est une vision dangereuse, parce qu'elle mènera à la guerre. Elle mènera à la guerre. Soit on est tranquille et on se dit on fait confiance aux forces de la France, puissance mondiale, puissance maritime, puissance ultramarine, puissance de dialogue, puissance... Il y a la force aussi de partenariat avec d'autres nations sans forcément passer par l'Union européenne. Bien sûr, on peut bâtir des coalitions type 2003. France, Allemagne, Russie à l'époque contre la guerre d'Irak, guerre américaine. Et puis on est serein, on se dit au contraire, la France a des portes d'entrée sur les BRICS que n'ont pas plein d'autres pays grâce à l'outre-mer. Eh bien, faisons-en une chance, une opportunité, plutôt que d'être dans un monde paranoïaque où tout le monde est notre ennemi. De toute façon, si c'est vrai, on est foutus. Si vraiment les Chinois, plus les Russes, plus les Américains, etc., veulent notre peau, on ne va pas résister longtemps. Par contre, si on est un peu plus serein, un peu plus confiant en nous, parce que souvent la paranoïa, c'est un manque de confiance en soi, eh bien, alors, sans naïveté, mais enfin, on trouvera les moyens de faire de la France une grande puissance. Et une puissance qui dialogue avec tout le monde, qui va se réalimenter, se régénérer auprès de ses fondamentaux diplomatiques, qui se sont exprimés pendant le gaullisme, par exemple. C'est-à-dire une puissance non alignée, qui dialogue avec tout le monde, sans exception. Si on fait ça, je promets un 21e siècle intéressant pour la France. Très intéressant. Si on continue comme aujourd'hui, on ira vers la guerre et la disparition. Voilà. Vous parliez tout à l'heure des liens privilégiés entre la France et le Liban. Vous l'avez dit, Israël frappe durement ce pays. Très récemment, des ordres ont été donnés aux populations du sud Liban de remonter vers le nord, au-dessus du fleuve Zarani. C'est plus le fleuve Litani, maintenant c'est celui qui est encore au-dessus, le fleuve Zarani. Comment percevez-vous ces exhortations de l'armée israélienne ? C'est-à-dire qu'il justifie en disant c'est pour éradiquer le Hezbollah qui nous attaque. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas simplement d'ailleurs des ordres de fuite, c'est qu'ensuite il y a une destruction massive. Tous les villages sont rasés. Je crois que c'est Régis Sommier qui revient de reportage là-bas, que je pense que les gens qui nous regardent connaissent, qui est chez Omerta, et qui est un grand reporter, qui a été à Paris Match, qui est quelqu'un de très sérieux, très professionnel, qui est toujours sur le terrain. Et qui m'a, moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il m'a expliqué la destruction massive. Alors on pourrait pas, je dis pas qu'on pourrait faire forcément grand chose, mais on pourrait au moins avoir une parole qui sauve l'honneur et qui tente une solution diplomatique et politique avec un peu de fermeté. On ne l'a pas. Alors on a vu par exemple Jean-Noël Barrot par contre s'insurger contre Ben Gvir après sa mise en scène qu'on a regardée la semaine dernière dans le Samedi Politique, au moment des prisonniers de la flottille qui se dirigeaient à Gaza. Là, le Quai d'Orsay a réussi à protester. Oui, un peu. D'abord, moi j'ai remarqué la chronologie, je l'ai là noté sur mon compte X en temps réel. Il y a d'abord eu Mélanie qui a fait une réaction pour le coup, assez ferme, même très ferme. 2 heures plus tard, Barrot. Il y a eu 2 heures plus tard, Barrot, qui a fait une réaction pour le coup assez ferme, même très ferme. Il y a eu 2 heures plus tard, Mélanie qui a fait une réaction pour le coup assez ferme, même très ferme. Il y a eu 2 heures plus tard, Barrot
a mis un tweet. C'était bien qu'elle réagisse, Giorgia Meloni. Bah oui, alors moi je suis très critique sur Meloni sur plein de sujets. Enfin, pour le coup, quand elle est capable de réagir dans le bon sens, je vais pas l'accabler. C'est bien qu'elle ait fait ça. Mais j'ai remarqué que Barrot, c'est après, un cran en dessous. Et surtout, il a attendu que le gouvernement israélien lui-même condamne Ben Gvir. Il n'y avait plus de risque. Il n'y avait plus grand courage. Même Netanyahou l'avait condamné, oui, absolument. Voilà, il n'y avait plus grand courage. Il a mis d'ailleurs dans son tweet. Et d'ailleurs, même Netanyahou le condamne, comme ça, il était protégé. Mais c'est pas très courageux. Voilà. Puis alors, c'est quoi la décision ? Il est sanctionné d'interdiction de venir en France. Je pense qu'il avait Il n'avait pas envie d'y aller. Il n'avait pas très envie de venir en France de toute façon. Voilà, tout ça, c'est un petit peu grotesque. C'est amusant parce que là, vous avez quasiment rien. Par contre, la Russie, c'est 21e paquet de sanctions, la guerre, l'hystérie actuelle sur l'histoire des drones là, dans les pays baltes et puis en Roumanie. Alors en fait, on apprend toujours derrière que ce sont des drones ukrainiens qui tombent. Mais bon, c'est quand même les Russes. C'est quand même les Russes parce qu'ils ont détourné les drones ukrainiens pour aller s'abattre en Finlande, en Estonie ou en Roumanie. Et là, par contre, là, on a l'ultra-fermeté. On a des campagnes de haine contre les Russes présents en France, dont Ksenia Fedorova, l'ancienne présidente de RT France, et qui a le malheur... Qui a été fermée, d'ailleurs, RT France. Fermée tout de suite, et puis qui a le malheur d'avoir de temps en temps la parole sur CNews. Et alors attention, c'est déjà trop. C'est-à-dire que 99% de la parole sur les médias français, c'est pro-OTAN, pro-guerre, pro-Ukraine, pro-Zelensky. Si de temps en temps, il y a une petite parole qui va dans le sens opposé, c'est déjà trop. Il faut... Alors là, on voit une violence énorme. Je ne sais pas si elle bénéficiera de la jurisprudence Brigitte sur le cyberharcèlement, parce que s'il y en a bien une en ce moment qui est victime de cyberharcèlement, c'est Ksenia Fedorova. C'est extrêmement violent. Tous les journalistes sont en train de tweeter contre elle, de l'insulter. Il y a des pétitions lancées pour qu'elle soit virée de France. Jean-Noël Barrot s'est exprimé ce vendredi en disant c'est une petite propagandiste du Kremlin. Enfin, on a l'impression qu'elle va être mise sous sanction bientôt. Les fameuses sanctions qui ont touché Moreau et Beau, qui sont des choses dramatiques, inhumaines, scandaleuses. Et en plus, on a l'impression qu'ils vont ils vont la mettre dans le prochain charter pour quitter la France. Ah, donc toutes les racailles... Certains ont demandé d'ailleurs une OQTF. Il y a des pétitions. C'est-à-dire que tous les immigrationnistes qui veulent surtout pas qu'on touche aux moindres migrants qui viennent en France et qu'on n'ait pas l'idée de leur conduire à la frontière parce qu'ils l'auraient tué, violé ou volé. Par contre, Ksenia Fedorova, il faut la remettre fissa dans un avion pour la virer. Là, ils sont beaucoup moins immigrationnistes d'un coup. C'est de la russophobie décomplexée, admise d'État, du racisme d'État, mais approuvé. Voilà. Bon, donc je vois ça. Donc là, on déchaîne tout. Par contre, les villages rasés, pas la moitié du Liban, mais enfin beaucoup de villages rasés au Liban, là par contre, on dit rien. Et quasiment rien. Jeudi, Benjamin Netanyahou a annoncé pourtant une intensification de ses frappes. On l'écoute. Conformément à mes directives et à celles du ministre de la Défense en collaboration avec le chef d'état-major des forces de défense israéliennes, nous intensifions nos opérations au Liban. Tsahal déploie d'importantes forces sur le terrain et s'empare de positions stratégiquement avantageuses. Nous renforçons la zone tampon de sécurité afin de protéger les communautés du nord d'Israël. On l'a dit tout à l'heure, du coup, l'armée israélienne a demandé aux Libanais d'évacuer la zone sud, de plus en plus grande, du Liban. Beaucoup disent qu'il s'agit d'une politique d'annexion progressive, comme la Cisjordanie. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Ça y ressemble, oui. Oui, ça y ressemble. On voit bien que ce gouvernement, qui compte en son sein d'ailleurs des partis et des Ben Gvir, enfin des gens comme ça, extrêmement... je ne sais même plus quel mot employer. Enfin, ils sont... ce sont des nuances politiques qui n'existent pas en France. On dit extrême droite, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. C'est vraiment des gens qui sont dans une domination, on l'a vu avec la vidéo de Ben Gvir, qui sont prêts à considérer que ceux d'en face sont des animaux. Donc en fait, on a... il est au gouvernement, rappelons-le. Je sais, il n'a pas été limogé, malgré les critiques. Et donc, tout ça, n'oublions pas que le pays, l'Israël est actuellement en campagne électorale. Et donc, c'est un peu aussi la surenchère. Il faut toujours comprendre cela. Ils sont dans un contexte aussi de course à l'échalote. Et donc, oui, ça ressemble à une annexion. Et non, la France ne dit rien. Voilà, c'est tout ce que je constate. Et encore une fois, le problème derrière, c'est est-ce qu'on pourrait faire grand-chose ? Il ne faut pas non plus se leurrer. On ne va pas non plus déclencher une guerre au Liban. On ne va pas entrer en guerre.
Mais à tout le moins, quand nos propres troupes de la FINUL sont prises pour cible, on devrait réagir un peu plus fermement. Quand nos gendarmes dans les domaines de la France sont maltraités, on devrait réagir un peu plus fermement. Alors il y a des réactions, Macron, Barrot réagissent un peu, mais c'est moumou. C'est moumou, et je comparais volontairement à la Russie il y a un instant, parce que c'est quand même extraordinaire ce 2 poids 2 mesures. Oui, parce que là, justement, on vient de prononcer le mot d'annexion potentielle du Sud-Liban. On sait que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le fameux mot d'annexion du Donbass et de Louhansk en 2014. Oui, bien sûr. Non, mais en Alors plus, que certains le voyaient comme un rattachement. En plus, la politique de dire ça évitera que le Hezbollah tire des roquettes, moi je pense que plus ils seront dans cette politique-là, plus Israël en lui-même sera en insécurité. Parce que ça va susciter tellement de ressentiments dans la région que ça va créer une nouvelle génération qui vont entrer les armes à la main en guerre contre Israël. Donc en fait, c'est un calcul qui est... Je ne sais même pas si ce calcul il est intelligent du strict point de vue israélien. Je pense qu'il n'est même pas intelligent. Je pense que c'est un calcul qui va les mettre en danger très vite et en plus dégrade l'image du pays partout dans le monde, y compris aux États-Unis, ce qui est nouveau. Il y a un sondage, je crois 60% des Américains maintenant ont une image négative du pays, ce qui est totalement nouveau aux États-Unis. Donc ils sont en train de s'isoler, en fait, complètement de s'isoler. Donc je pense que ce gouvernement, ce que disent d'ailleurs beaucoup d'Israéliens, des voix qui s'élèvent, est en train de rendre un très mauvais service à Israël, en fait, à ce pays. Voilà. C'est tout ce qu'on doit constater. C'était assez évident depuis le début. Ça commence maintenant à être dit et vu et su par tout le monde. Mais la France, encore une fois, prise dans une espèce de soumission, de mollesse, de peur, et puis pays qui a perdu sa souveraineté diplomatique, donc tout est plus compliqué parce qu'avant de pondre le moins de communiqués, maintenant on appelle 26 autres pays pour savoir ce qu'on doit dire ensemble. Donc résultat, ça marche moins bien. Ça dépend parce que là justement on va continuer cette comparaison avec la question ukrainienne. Vous avez évoqué tout à l'heure ce drone qui est tombé en Roumanie, drone russe paraît-il. C'est ce que disent les Roumains. Qui est tombé en Roumanie, en tous les cas, le Quai d'Orsay a déjà convoqué l'ambassadeur russe aujourd'hui, vendredi. Bien sûr, très vite. D'abord, on n'est pas la Roumanie, nous. En quoi ça nous concerne? Non, mais c'est quand même extraordinaire. Ursula von der Leyen a évidemment aussi réagi. Ah ben très fermement. Elle a annoncé d'ailleurs à la fin de son tweet le 21e paquet de sanctions. C'est vrai que les 20 premiers ont tellement bien marché qu'il en fallait bien un 21e. Voilà. Donc oui, non, mais en ce moment, depuis quelques semaines, il y a une remontée des tensions et de l'hystérie anti-russe. On le voit, von der Leyen était il y a quelques jours dans les pays baltes sur là aussi l'affaire des drones, mais ce sont 100% de drones ukrainiens. Tous les pays, et ce qui a eu des conséquences quand même avec les parlementaires qui ont été mis sous alerte, qui ont dû, je crois en Lettonie, en Lituanie, enfin un des 3 pays, on les confond. Les parlementaires ont été priés de se mettre en abri, aux abris. Le 15 mai, dans un de ces pays, le gouvernement est tombé parce que des drones sont tombés dans le pays et que le gouvernement a été jugé incapable de protéger le ciel. C'est quand même pas rien. Il y a des démissions de gouvernement, il y a des alertes, mais ce sont à chaque fois des drones ukrainiens. Alors, on va nous dire, c'est quand même les Russes parce que ce sont des drones détournés par les systèmes électroniques. C'est toujours compliqué, ça, faut être honnête, c'est la vérité. Il y a des drones ukrainiens qui peuvent être détournés par les Russes, il y a aussi des drones ukrainiens qui sont interceptés et qui tombent dans des pays parce que, comme on sait, la défense antiaérienne, ça peut provoquer aussi des dommages. Peut-être. Et vice-versa, il y a aussi des drones russes qui peuvent être récupérés par les Ukrainiens. Sauf que le conflit n'a pas commencé maintenant, on a un passif maintenant depuis quelques années. Systématiquement, à chaque fois qu'on nous avait dit... Ce sont, par exemple, en Pologne, il y avait eu en 2022 puis en 2023 des missiles qui étaient tombés. On nous avait dit au départ c'était toujours russe. Et finalement, on apprenait que c'était toujours ukrainien. Quand on nous avait dit au départ que Nord Stream, c'était saboté par les Russes. Puis finalement, c'était les Ukrainiens avec sûrement d'autres puissances de l'OTAN. Donc, à chaque fois, on a eu la même construction du narratif. Le GPS de l'avion de von der Leyen avait été soi-disant brouillé par les Russes. Puis une semaine après, on apprenait qu'en fait, il ne s'était rien passé du tout. Donc, on a quand même le sentiment... Vous savez, France 2 aussi qui avait montré une cheminée de Zaporizhzhia, et on nous avait dit que c'était un missile russe sur la centrale nucléaire, c'était une cheminée. Bon, il y a toujours la même construction médiatique et politique, c'est-à-dire c'est les Russes, on ne réfléchit pas, c'est les Russes, même quand ce n'est pas les Russes, c'est les Russes, et ensuite on se rend compte que c'est plus compliqué, et là on vous en parle moins. Mais c'est quoi l'idée alors derrière? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? C'est des opérations sous faux drapeau pour déclencher la guerre. On va être clair. Article 42-7 du traité de Lisbonne, les pays de l'Union européenne ont obligation d'assistance mutuelle. Si l'un est attaqué, les autres doivent rentrer à ses côtés en guerre.
Et l'article 42.7 est en ce moment énormément cité par les institutions communautaires. Par Bardella aussi d'ailleurs, je vous signale, peut-être pas le sujet du moment, mais je vous signale que les gens se rapportent à l'interview dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung du 12 mai dernier, un journal allemand de Jordan Bardella, qui dit « Je suis très attaché à l'article 42-7 d'assistance mutuelle ». Il faut que les gens sachent que c'est que l'article 42-7. Il est pire que l'article 5 de l'OTAN. Il est encore plus automatique. L'article 5 de l'OTAN, c'est celui qui fait qu'on entre en guerre si un pays de l'OTAN est attaqué. Mais l'article 42.7, qui n'existe que depuis le traité de Lisbonne, il va encore plus loin, il va plus vite, il est plus automatique. Et il est vanté aussi bien par von der Leyen, Macron, Merz, que maintenant Jordan Bardella. C'est un article qui nous met en guerre. Or, je reviens un petit peu aux origines. L'Union européenne a besoin de ce moment bismarckien pour devenir un État et avoir son armée. Et ce ne sont pas des fantasmes, c'est le commissaire européen à la défense, M. Kubilius, qui dit « Il faut une armée européenne commune de 100 000 hommes pour commencer. » Et en ce moment, Macron fait la tournée des popotes pour faire avancer ce qu'il appelle sa dissuasion nucléaire avancée, que les autres pays n'appellent jamais de ce nom-là. Ils l'appellent par son vrai nom. Comme le Premier ministre norvégien, cette semaine, l'a encore dit, il parle de dissuasion nucléaire européenne. Ça, Macron ne le dit pas. Bien sûr. On dit c'est français, mais c'est avancé. On ne comprend pas très bien. On garde le bouton à 100%, mais c'est quand même avancé. Non, c'est juste l'européanisation de la dissuasion nucléaire. Il prépare l'État européen et l'armée européenne, c'est tout. On va écouter justement Emmanuel Macron, notamment son discours sur l'île Longue, et puis bien sûr aussi sa déclaration après que la Norvège a fait savoir qu'elle souhaitait être sous le parapluie nucléaire français. La dissuasion nucléaire française a vocation à dissuader tout État de s'en prendre à nos intérêts vitaux. Quels sont-ils ? Nous ne les avons jamais énoncés précisément, à dessein. Nos lignes rouges ne sont pas lisibles. Elles ne sauraient l'être. À coup sûr, pourtant, nos intérêts, s'ils couvrent le territoire hexagonal et ultramarin, ne peuvent se confondre avec le seul tracé de nos frontières nationales. Peut-on envisager que la survie de nos partenaires les plus proches soit mise en jeu sans que cela affecte nos intérêts vitaux? Ou à l'inverse, qu'une menace extrême en Europe ne concerne que nous-mêmes? Pour ces raisons fondamentales, les présidents successifs ont évoqué la dimension européenne des intérêts vitaux de la France. Monsieur le Premier ministre, vous avez donné votre accord pour que la Norvège rejoigne ce que nous avons appelé la dissuasion nucléaire avancée lors du discours de l'île Longue. C'est une étape très importante de notre partenariat et ce sera le moteur d'une coopération très ambitieuse. Donc le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède, le Danemark et maintenant la Norvège peuvent être placés sous le parapluie nucléaire français. Oui. Mais ce n'est pas un parapluie nucléaire français. Et d'ailleurs, ces pays-là, le Premier ministre norvégien l'a rappelé. C'est une européanisation de la décision de la dissuasion nucléaire. Donc une européanisation de la dissuasion nucléaire. C'est passer de la dissuasion nucléaire française à la dissuasion nucléaire européenne. Ce qu'il appelle, lui, avancée, je viens de le dire, c'est européenne. Croyons-nous un instant que ces pays-là vont accepter que 100% de la décision revienne malgré tout, toujours, sur tout le processus, au seul président de la République française, à la France seule? Bien sûr que non. Il faut être très naïf. Ça pourrait être saourien, puisque de toute façon, ils n'ont pas l'arme. Les États-Unis n'ont pas du tout retiré pour l'instant leur protection nucléaire. Bon. Et les projets d'européanisation de dissuasion nucléaire, comme de notre siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, ne datent pas du discours de l'île Longue de Macron. Ce sont de vieux projets européistes. Vous avez des chanceliers allemands qui ont déjà dit ça depuis des années. Même un ancien vice-chancelier qui s'appelait... le précédent, là, Merz, avant c'était... Scholz. Voilà. Helmut Scholz. Qui avait... c'est ça, Helmut? Non. Non. Ça, c'est Helmut Kohl. Helmut Kohl, bon, c'est pas grave. On a déjà oublié ce personnage. Bon, Scholz, en tout cas. Scholz, avant qu'il soit chancelier, il a été vice-chancelier et il avait déclaré qu'il fallait l'européanisation de la dissuasion nucléaire. Voilà, pour être très précis. Et puis, et en réalité, le discours dont vous avez montré un extrait, le discours de l'île Longue, c'est le discours le plus vicieux que Macron ait jamais fait. Il en a fait des discours vicieux. Car
il a commencé par dire « ça reste français », etc. Et ensuite, tous les 2 tiers de la suite du discours, c'était l'Europe, 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 cette dissuasion nucléaire avancée, cet épaulement européen dont il parle. Et depuis, il fait la tournée des popotes. Les 5 prochains pays, c'était annoncé dans le monde, après la Norvège, ça va être les 3 pays baltes, plus la Finlande, plus la Roumanie. Ah bah ça tombe bien, ce sont les 5 pays les plus avancés dans le flanc est de l'OTAN contre la Russie. Donc c'est une européanisation, sans le dire, il faut quand même inavouer, de la dissuasion nucléaire française. Des groupes de travail et de pilotage dont Macron a oublié de nous parler dans son discours, c'est le chancelier Merz et le Premier ministre Tusk en Pologne qui l'ont fait savoir 1 heure après par un tweet. Après, ils ont quand même attendu par courtoisie la fin du discours de Macron. Ils ont mis un tweet en disant c'est superbe, dissuasion nucléaire européenne, ils n'ont pas dit avancée, et ils ont dit nous créons immédiatement un groupe de pilotage avec la France. Les 2 ont mis la même chose. C'est gentil. Pilotage, ça veut dire piloter. Il y a un pilote. S'il y a un groupe de pilotage, c'est pour faire quoi? C'est pour piloter. C'est pas la France seule qui va piloter. Il a bradé la dissuasion nucléaire. Il a donné. C'est un acte de haute trahison. Un de plus. Enfin, celui-là, il est particulièrement gratiné parce que c'est quand même là, on est au cœur de la souveraineté nationale. En plus, avec cet aspect vicieux en disant il y a toujours eu une dimension européenne en dissuasion nucléaire. Le général de Gaulle lui-même, non, revenez à ce que disait le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait oui, effectivement, si on est attaqué depuis, si une région frontalière de l'Allemagne est attaquée par une arme nucléaire, évidemment, il y aura des répercussions parce qu'il n'y a pas de frontières, même si on nous l'a fait croire lors du nuage de Tchernobyl, il n'y en a pas. Et donc, il faudra évidemment aussi protéger cette région. Mais il parlait par rapport au point de vue français. Beaucoup se protestent aussi parce que le Parlement français, lui, n'est absolument pas mêlé à ces discussions, ces réflexions. Non, il n'est pas. Ni débat, ni vote. Enfin, il ne le réclame pas non plus. Puisque suite à ce discours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des réactions. Alors, moi, j'ai vu le parti de Marion Maréchal, j'ai vu le RN, j'ai vu des réactions, soi-disant dans le camp national, qui ne l'est plus, dire c'est bon, on a rassuré. Il n'y a pas d'européanisation. Mais vous n'avez pas compris ou vous ne voulez pas comprendre. Son discours était pourtant, si on sait lire Macron, il est très clair son discours. C'était une européanisation. Et depuis, on en a maintenant la preuve. Non. Alors, il n'y a pas de débat. Certes, il n'a pas envie d'un débat, mais ces parlementaires d'opposition ne se bougent pas beaucoup non plus pour l'avoir, ce débat. Ils pourraient l'obtenir. Ils pourraient faire du ramdam. Ils pourraient enclencher une commission d'enquête sur ce sujet-là. Ils en ont tous les moyens et tous les pouvoirs. Ils ne le font pas. On a vu ces dernières semaines plusieurs dirigeants français et accessoirement candidats à l'élection présidentielle se rendre aux côtés de Volodymyr Zelensky. C'est le cas du maire du Havre, Édouard Philippe, mais c'est aussi le cas du candidat LR, Bruno Retailleau. Vous allez y aller, vous? Parce que vous avez dit que vous étiez candidat à la présidentielle. Non, moi, j'y arrive pas. Oui, je suis candidat, mais j'y vais pas. Je suis pas sûr d'ailleurs que je serai très bien accueilli. Je préfère faire le voyage de Colombey, vous voyez, oui. Colombey et 2 églises. Je préfère ça. Je préfère me ressourcer auprès de valeurs françaises, de grandeur et d'indépendance. De Gaulle à Churchill? Je préfère de toute façon De Gaulle à Churchill, mais je ne compare pas Zelensky à Churchill. Voilà, pour vous répondre, je mets Zelensky très en dessous. C'est-à-dire que c'est marrant d'y aller maintenant. Alors c'est un signal qui est envoyé, tout le monde aura compris, à l'oligarchie en disant on continuera. Pas d'inquiétude, vous pouvez nous sponsoriser, nous aider, nous financer. On sera là, on continuera. Mais c'est quand même le pire moment, parce que c'est le moment où Zelensky est empêtré dans les affaires de corruption. Son numéro 2 a été mis en détention provisoire, il est inculpé. Sa femme. Vous répondre que c'est la démonstration que tout marche bien en Ukraine. Oui, on peut dire ça, comme on peut dire que le fait qu'on sache qu'en France, il y a beaucoup de criminalité, c'est le signe que tout marche bien dans la lutte contre la criminalité. Vous voyez, c'est le même raisonnement. Au moins, on détecte la criminalité. C'est peut-être aussi parce qu'elle a augmenté. Bon, évidemment. Alors, ceci dit, certains disent, oui, mais vous savez, il y a aussi de la corruption en Russie. Bien sûr qu'il y a de la corruption en Russie. Sauf que la différence, c'est que moi, je ne fais pas des chèques tous les jours pour la Russie. C'est que la corruption en Ukraine, elle se fait avec mon pognon. Et le vôtre, et celui de tous ceux qui nous regardent. Et qu'il est massif. Là, on vient de refaire 17 milliards. Et que, par ailleurs, la corruption est là-bas. Les villas, même Zelensky est cité dans les enregistrements. Mais la corruption, elle revient aussi en partie ici. Soyons pas naïfs. Les rétrocommissions, les camionnettes qu'avait arrêté Orban, son gouvernement, avec rempli de billets d'euros, de dollars et de lingots d'or. Ça lui a pas porté chance, d'ailleurs. Non, il a été ensuite effectivement bien saqué. Mais voilà, donc la réalité,
c'est qu'ils y vont à un moment où il y a un massacre, ça continue alors qu'on pourrait stopper cette guerre, qu'il y a cette corruption, et on continue. Donc c'est une élection présidentielle qui sert à quoi, là, pour l'instant ? Non mais ça sert à quoi ? On a une succession de candidats qui sonnent tous faux. Finalement, Zelensky a raison, il n'y a plus besoin d'en faire. Non, il n'y a plus besoin d'en faire dans un pays qui n'a pas de souveraineté. C'est ça que ça veut dire. C'est que vous avez un pays sans souveraineté. Donc en fait, vous avez, voilà, là une espèce de, je sais pas, c'est de la volaille. On est au poulailler. Ils sont tous en train de, comme ça, c'est assourdissant, quoi. Ils sont tous en train de chanter leur petite partition, de cacter. Et ils sont tous là en train de... Attal, Retailleau, Glucksmann, Philippe, peut-être Darmanin, Bardella, Hollande. Enfin, c'est grotesque. Aujourd'hui, vous mettez Jordan Bardella dans le même panier. Mais je pense qu'il le fera, le voyage de Kiev. Il a déjà fait la photo, tout sourire, avec Zelensky au Parlement européen, sous le regard admiratif de Valérie Ayé. Souvenons-nous de tout ça. C'est lui qui l'a mise en ligne, cette photo. Hein. Il le fera. Ce voyage de Kiev, probablement. Et on a des gens comme ça qui font des débuts de campagne grotesques. Ils sont tous dans Paris Match, à poser avec leur princesse ou leur prince, et à nous expliquer qu'ils veulent un gamin par GPA ou pas, à nous expliquer qu'ils mangent de la Ligo comme vous, comme moi. On dirait on ne mange pas de la Ligo tous les jours non plus, hein. Mais comme on est en campagne, on mange de la Ligo. Et Attal découvre... Cette saison-là. Est sorti de son arrondissement, il découvre qu'il y a autre chose en France. Et tous se prennent pour Jacques Chirac en campagne. Bon, c'est grotesque de A à Z. On apprend que Bardella déjeune régulièrement avec Thierry Breton pour prendre conseil. Prendre conseil sur quoi ? La faillite d'Atos ? Le règlement européen DSA de censure dont il est le père ? Ces fabuleuses années au ministère des Finances, puis à la Commission européenne, à ruiner des boîtes et la France. Bon, donc voilà. Ça, c'est le spectacle d'un pays qui a perdu sa souveraineté. C'est-à-dire que vous n'avez plus que des comédiens qui sont au cinéma, tout le temps. Et qui vont vous sortir des mots, qui vont emplir le Père-Lachaise des promesses non tenues des européistes parce qu'elles ne sont pas tenables. Parce que l'Union européenne a 90% des compétences aujourd'hui en France. Et donc, on va faire croire que on va arrêter l'immigration, on va augmenter les salaires, on va réindustrialiser, on va sauver nos paysans, on va faire ça. Vous ne ferez rien du tout parce que vous êtes tous dans le même moule. Donc, vous êtes réduits à faire de la com de plus en plus grotesque, des shorts TikTok et des unes de Paris Match avec vos plus ou moins vrais compagnons et compagnes. C'est navrant. Voilà. Donc il faut trancher. C'est pour ça que je suis candidat. Et c'est pour ça que j'espère... J'allais vous dire, ça peut être paradoxal. Si vous m'expliquez que c'est un grand spectacle avec que des acteurs, vous y allez quand même. On ne va pas leur laisser le monopole. non, mais il faut y aller. Il faut trancher. Il faut les forcer au vrai débat. Il faut leur demander des comptes. Il faut les forcer à parler de l'Europe, dont ils ne voudront ni les uns ni les autres. Je pourrais y ajouter Mélenchon. Hein. On apprend qu'il fait un partenariat avec 4 influenceurs pour parler de lui pendant la campagne. Alors, il a peut-être un certain talent oratoire, je ne dis pas, une certaine culture que les autres n'ont pas, je ne lui enlèverai pas ça. Mais enfin bon, j'ai l'impression qu'il se prête aussi au jeu, et de toute façon, lui aussi ment, puisqu'il refuse de quitter l'Union européenne, l'euro. Alors, comment il va faire pour augmenter vraiment les salaires ? Il ne pourra pas le faire, il le sait. Ça finira en Tsipras. Donc, la réalité, c'est qu'il faut trancher par une candidature souverainiste extrêmement solide. Je suis à la tête du plus grand mouvement souverainiste de France, les Patriotes. On est sur le terrain et parfois les seuls à être sur le terrain. Bon, alors je le dis pour que nos téléspectateurs ne me sautent pas à la gorge dans les commentaires. Il y a également François Asselineau qui se revendique le premier parti de France sur le Frexit. Non, mais je parle en nombre d'adhérents. Ça, vous allez sur le site de la CNCCFP, c'est les chiffres officiels qu'on est obligé de publier. Tous les partis politiques de France doivent publier les chiffres. Mais à la limite, c'est pas grave. Je dis juste que c'est un gage de légitimité. Nous sommes aussi dans l'action. Nous sommes sur le terrain, nous essayons de faire des procès seuls. Il n'y a aucun autre parti en France. Donc vous cherchez vos signatures qui se met dans le prétoire à côté de nous pour porter plainte contre von der Leyen sur tel et tel sujet, dans la rue pour entraîner les Français vers le Frexit, vers la paix, la sortie de l'OTAN, aux côtés de nos paysans. Moi, je me suis pris combien de fois de lacrymo. J'ai pas vu les autres partis politiques. C'est pas une critique contre les souverainistes en particulier, c'est tous les autres partis politiques.
Donc là, aujourd'hui, vous cherchez vos signatures? Alors, on a un état-major de campagne, on a un monsieur signature, Sébastien Eldebs, qui gère une équipe, qui gère des centaines de personnes qui sont en train d'être formées. Parce que c'est pas pour vous être désagréable. Oui. Parce que je sais que c'était un choix, mais la dernière fois, pour la présidentielle, vous n'avez eu qu'une signature, qu'un parrainage. On aurait dû en avoir 0 d'ailleurs à la fin. On aurait dû en déposer 0, puisqu'on avait demandé au maire de ne pas envoyer et de remettre dans le circuit les signatures éventuelles. On n'avait pas les 500. Ça, je vous le dis. Mais on avait demandé de les remettre dans la nature. Sinon, on congelait pour rien des signatures qui étaient perdues par d'autres. Et ensuite, on a pris nos responsabilités. On a soutenu Nicolas Dupont-Aignan en lui demandant de bien vouloir ajouter, c'était une condition en consultant les adhérents du soutien, un référendum sur le Frexit, ce qu'il avait accepté. Donc c'était bon et on avait poursuivi d'ailleurs avec lui par une belle alliance aux législatives. Je crois que c'est intelligent. Voilà, c'est pragmatique et c'est intelligent. Là, il s'est déclaré candidat, vous ne faites pas pareil? Là, il s'est déclaré candidat. Je me suis déclaré candidat. Je propose depuis un an la primaire souverainiste, puisque vous rappelez qu'aussi François Asselineau l'est également. Je crois que Juan Branco l'est également. Kuzmanovic peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Tout le monde a bien le droit d'être candidat, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un démocrate et je suis pour la liberté. La question, c'est qu'on a un principe de responsabilité. Je pense qu'il faut qu'il y ait une seule candidature. Depuis juin dernier, je l'ai formalisé. Nous proposons une primaire des souverainistes pour que ce soit comme un RIC, auquel je crois qu'on est tous attachés, le peuple souverainiste qui tranche lui-même pour une seule candidature unique. Et l'engagement des autres, c'est de soutenir ce candidat qui sera choisi par le peuple souverainiste. Et évidemment, il faudra défendre le Frexit. Moi, si j'y suis, ce sera moi. Si c'est un autre qui gagne, je soutiendrai ce candidat qui sortira de la primaire. Oui, bien sûr, on parle de vrais souverainistes. On ne parle pas de souverainistes à la sauce RN. Alors justement, vous devancez un peu mon propos. Non, mais voilà, soit il y a une candidature dans plusieurs mois qui fait consensus, qui paraît plus rassembleuse, ça peut être Philippe de Villiers, pro-sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, et de l'OMS d'ailleurs, comme il l'a rappelé maintes et maintes fois. Et à ce moment-là, je crois qu'on aura tous le devoir. Et Philippe de Villiers veut faire cette primaire? Non, je ne pense pas qu'il serait dans la primaire. Je pense que s'il est candidat, et je n'ai pas de garantie là-dessus, s'il fait le choix de l'être, je pense qu'il sera candidat, et assez naturellement pour le coup, parce que c'est quand même, il y a un principe aussi en France, et je crois humain, de civilité, c'est que Philippe de Villiers est plus âgé que nous. Il a fait, n'oublions pas, il a fait la campagne pour le non à Maastricht en 1992. Moi, j'avais 10 ans. Remarquez, j'étais déjà pour le non. Mais, je m'en souviens très bien, mais j'avais 10 ans. Voilà, j'allais avoir 11 ans. Donc, si vous voulez, voilà, il y a un principe. Et puis, on le voit dans les potentiels électoraux, on le voit dans le retour de terrain qu'on a tous. Et d'ailleurs, d'autres leaders souverainistes m'ont confirmé. On n'a pas la lubie, tout le monde voit la même chose. Il y a un phénomène autour de lui qui paraît être rassembleur. Et en plus, je crois que par sa culture, par ses réalisations concrètes, puis du fou, redressement de la Vendée, Vendée Globe, etc., il trancherait avec le bac à sable qu'on risque d'avoir. Attal, Bardella, c'est quand même très, très faible. Ça manque d'épaisseur. Dans vos propos, mais je ne peux pas être sûr qu'il y aura cette primaire ni Philippe de Villiers, donc j'ai le devoir d'être candidate, de me préparer et de mettre du monde sur le terrain pour aller chercher ces fameuses signatures, sachant que je préférerais que ce soit des parrainages citoyens, qu'on passe au parrainage citoyen, que ce soit directement les Français qui choisissent leur candidat à la présidentielle. Dans vos propos depuis le début de cette émission, vous êtes assez acerbe contre le Rassemblement national. Je crois être juste. C'est votre point de vue. Dans cette émission, il y a quelques semaines, j'ai reçu Jean-Philippe Tanguy, délégué du RN, porte-parole également du RN. Je vous propose de revoir une petite séquence qui a été beaucoup commentée sur les réseaux sociaux et justement, vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est qu'une fois qu'on est puissante en Europe, on fait respecter ses atouts, qu'on peut dicter ses éléments. Quand vous êtes un sous-fifre, vous pouvez réclamer Frexit. Si vous êtes pauvre, sans argent, sans agriculture, sans industrie, et que vous n'êtes pas autonome sur votre énergie, tout ça, c'est du vent, c'est du flanc. Voilà. Bon, si je suis, votre laïus, c'est du flanc. C'est-à-dire que c'est incompréhensible cet argument. Il nous dit, ce qui est vrai sur le constat, on est faible sur l'industrie, l'agriculture, on n'a plus notre autonomie énergétique, on est pauvre. Mais la conclusion qu'il en tire, c'est donc on ne peut pas faire le Frexit. Moi j'en tire comme conclusion, donc hâtons le Frexit, car quelle est la cause de cet appauvrissement, de la perte d'autonomie énergétique, de la disparition de l'industrie, de l'agriculture? C'est précisément notre appartenance à l'Union européenne. Je crois que tout le démontre aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire la démonstration. On peut prendre sujet par sujet, mais Mercosur, marché européen d'électricité,
On voit bien que tous les sujets dont il a parlé, c'est justement notre appartenance à l'Union européenne Mais son qui en est à l'origine. Son explication, c'est concrètement, aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où on est tellement affaibli Donc on attend la mort. que si on sort de l'Union européenne, on va être un tout petit pays tout seul affaibli. Mais c'est totalement absurde. À ce moment-là, le général de Gaulle, en 1940, aurait dit, bon, on est déjà occupé, on ne peut pas lutter et résister, donc attendons d'être totalement incorporés au Troisième Reich, mais ça n'a aucun sens, ce raisonnement. Si une cause provoque des effets dévastateurs, il faut stopper la cause au plus vite. C'est une question de pure logique. Si vous avez une infection vous-même, il faut arrêter la cause de l'infection, même si c'est déjà très propagé. Première chose à faire, le médecin fera ça en premier. Après, on aura des choses, on aura des soins à apporter. Ce ne sera pas un coup de baguette magique, le Frexit. On aura du boulot pour reconstruire l'agriculture, l'industrie, la sécurité, arrêter l'immigration, la paix, l'autonomie énergétique, etc. Bien sûr. Mais d'abord, on coupe la cause. Or là, il nous promet l'inverse. Avec en plus un ton, parce que dans d'autres parties de cette émission ou d'autres interviews, il dit les Frexiteurs, ils font 1%. Je rappelle que quand lui était à DLF, Debout la France, chez Nicolas Dupont-Aignan. Ou DLR, peut-être même à l'époque, ça a changé de nom. Enfin, le parti, effectivement, de Nicolas Dupont-Aignan, c'était une époque où DLF n'était pas pour le Frexit. Et c'était eux Du coup, il est cohérent. Mais c'était eux qui faisaient 1%. Et nous, on était au Front National et on était pour le Frexit. Et on faisait 25. Donc il n'y a pas de lien automatique entre si vous êtes pour le Frexit, vous allez faire 1, et si vous êtes contre, vous allez faire 25 ou 30 ou 35. C'était l'inverse à l'époque. Donc il devrait avoir un peu plus de modestie là-dessus. Si je peux me permettre, aujourd'hui, le RN n'est pas crédité de 25% et est crédité de bien plus. Et beaucoup considèrent que c'est précisément parce qu'ils ont abandonné le Frexit et que ça ne fait pas peur aux Français d'abandonner le Frexit. Au contraire, c'était plutôt un chiffon rouge qui était synonyme de plafond de verre. Encore une fois, ce ne sont pas mes propos pensés, mais c'est je connais cette un analyse. argument Je connais cette analyse. J'en ai parlé dans des livres. Je l'ai démonté. Si je voulais vous êtes désagréable, d'ailleurs, c'est un peu ce qui justifie votre départ du RN. Ah, moi, c'est une question de fond. J'assume. Je suis parti en 2017 quand ils ont abandonné la sortie de l'UE et de l'euro en leur expliquant qu'ils allaient finir par tout abandonner. Et 8 ans plus tard ou 9 ans plus tard, on en est exactement là. Ils ont tout abandonné. Il ne reste plus rien. C'est un parti qui s'est intégralement normalisé. Vous mettez aussi haut dans les sondages, en tous les cas. Alors, si on veut revenir aux causes réelles de cette montée récente, qui d'ailleurs n'est peut-être pas définitive, il devrait là aussi réapprendre un tout petit peu la modestie. Je les sens beaucoup en surconfiance en ce moment. La surconfiance, c'est ce qu'il y a de pire en politique. Parce que vous devenez arrogant et vous faites beaucoup d'erreurs. Et en plus, l'arrogance se voit. Je pense qu'il y a bien d'autres raisons, beaucoup plus conjoncturelles, car je rappelle que jusqu'à l'automne 2021, le RN était très significativement en dessous de ses scores d'avant. Et qu'il y a eu une conjonction de la candidature de Mélenchon qui a fait peur à tout le monde, de Zemmour, qui les a obligés à reparler un peu de social alors qu'ils ne voulaient plus en parler, qui à un moment a fait qu'ils ont décollé en 2022, mais relativement, ils ont à peine fait mieux qu'en 2017. Et ensuite, ça a fait de bonnes législatives. Et ensuite, la machine est enclenchée parce que quand vous avez beaucoup de députés et un groupe, vous avez beaucoup plus de temps de parole dans les médias. Donc ensuite, c'est un effet cumulatif. Peu importe. La réalité, c'est que de toute façon, même si c'était vrai ce que vous dites, c'est grâce à l'abandon du Frexit qui monte. Je ne crois pas, mais si c'était vrai, ça n'est pas quand même acceptable. C'est pas parce que vous montez dans les sondages que vous menez une bonne politique pour la France. Sarkozy, à un moment, a gagné les élections. Il était très haut dans les sondages. Hollande aussi. Et ils ont mené une très mauvaise politique pour la France. Le critère, c'est quand même qu'est-ce qu'on va faire si on a le pouvoir ? Si c'est pour nous pondre la même politique que Macron, ça ne sert à rien. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais les politiques sont élus pour faire la politique qui fait le bien de la France ou pour faire la politique que souhaitent les Français ? Parce que ce n'est pas toujours pareil. Il faut essayer de faire en sorte d'expliquer aux Français que le bien de la France, c'est leur bien à eux, et d'essayer de converger vers quelque chose qui tire les gens vers le haut. Je comprends le sens de votre question, mais ça revient à nous interroger sur le sens profond de la démocratie. Est-ce que c'est la démagogie, la sondocratie ? Ou est-ce que c'est la démocratie type campagne référendaire de 2005, puisqu'on a fêté hier les 21 ans du non à la Constitution européenne par référendum? Ça, c'était de la vraie démocratie, où les gens réfléchissent, se saisissent de sujets difficiles. Et en 3 mois, on est passé de 68% pour le oui à 55% dans les urnes pour le non. Ce qui prouve que le peuple, en très peu de temps, il peut être tiré vers le haut et aller vers son intérêt à lui. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on nous a plus fait un seul référendum après et qu'on a annulé par l'odieux traité de Lisbonne 3 ans plus tard, ce vote. Mais vous voyez, donc c'est la conception même du peuple, de la conception qu'on se fait du peuple. Est-ce que c'est une bande de gens avachis qu'on pourra manipuler? C'est probablement la conception qu'a tout le système aujourd'hui du peuple. Il ne voit le peuple que comme ça.
Ou est-ce que et la démocratie, c'est la démagogie, et on tire tout le monde vers le bas, ou est-ce que c'est l'inverse? Moi, j'ai la conception inverse. Ça m'oblige à dire la vérité, ce que je pense en tout cas, je ne détiens pas la vérité universelle, mais ce que je pense être la vérité du bien commun pour mon pays et pour mon peuple. Et donc non, je n'accepte pas ce genre de propos parce que c'est un propos qui nous mène à la ruine, forcément. Avec ce genre de propos, vers quelle politique on s'orientera? La continuité totale. Voilà. Vous avez toujours cité Jordan Bardella comme candidat du Rassemblement national. Pourtant, nous ne saurons que le 7 juillet si Marine Le Pen est empêchée de se présenter par la justice. Pour vous, c'est déjà entendu? C'est pas entendu tant qu'on n'a pas le délibéré le 7 juillet. C'est juste que, comme aujourd'hui, ça me paraît être l'hypothèse la plus probable vu le délibéré de première instance, la décision de justice de première instance, vu le réquisitoire lors de cet appel qui demande la même peine, c'est le plus probable aujourd'hui. Donc, en plus, Bardella s'installe lui-même comme le candidat. Quand il est interrogé sur la présidentielle, vous remarquerez que ce qui est très frappant dans l'interview en Allemagne dont je parlais, la dernière question, ça porte sur sa candidature, il ne cite même plus Marine Le Pen, il ne cite même plus la possibilité de l'hypothèse Marine Le Pen. Donc j'ai l'impression que lui-même s'est mis dans le costume du candidat à la présidentielle. La réalité, c'est que je pense que Bardella va aller encore plus vite que Marine Le Pen vers la normalisation, l'embourgeoisement, la macronisation, vous l'appelez comme vous voulez, du parti et du programme du candidat. Et donc, il n'y aura pas de faux semblants. C'est une clarification. Avec Bardella, le RN devient officiellement le RE, Rassemblement européiste. C'est clair au moins. Marine Le Pen, elle en fumait encore un peu parce qu'elle a des réminiscences. Elle a dit pendant tellement d'années... Marine Le Pen, elle l'enfumait encore un peu, un peu plus que Bardella. Un peu plus, je la vois un peu plus souvent taper sur l'Union européenne. C'est pas grand-chose parce qu'elle a beaucoup renoncé aussi. Enfumer, c'est un terme très fort, Florian Philippot. Ça veut dire qu'elle ne le pense pas. Ça veut dire qu'elle trompe encore. Ça veut dire que, pour être très clair, si Marine Le Pen était la candidate, je pense qu'il y aurait, de sa part, de temps en temps, des mots qui plaisent à l'oreille des souverainistes, beaucoup plus que Bardella, qui lui veut parler au MEDEF. Donc, Marine Le Pen, parce qu'elle a des réminiscences et qu'elle l'a dit pendant tant et tant d'années, elle est un peu conditionnée, même si elle a beaucoup renoncé et beaucoup trahi comme Bardella, mais elle a un peu plus souvent dans son vocabulaire, je l'ai remarqué, des postures ou des phrases un peu plus souverainistes, un peu plus sociales, un peu plus gaullistes, que Bardella qui s'en fiche complètement. Bardella, il assume, il nous dit on restera dans le marché européen de l'électricité, on fera la retraite à 66-67 ans, puisque maintenant ils ne veulent plus d'âge légal. Donc ça veut dire concrètement la retraite à 66 ou 67 ans pour la plupart des gens. Et puis on fait, je l'ai dit, l'article 42.7, l'assistance mutuelle, l'OTAN, il l'a confirmé aussi. Mon modèle, c'est le chancelier Merz, quand même le Macron allemand, etc. Donc au moins il n'enfume pas. Il dit ce qu'est aujourd'hui le programme du RN, qui est devenu un programme euro-mondialiste. Donc ça permet d'avoir une campagne plus tranchée, plus claire, il n'y a pas d'enfumage. On sait quelles sont les positions des uns et des autres. Il est officiellement un candidat du système. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, en 2017, dans l'entre-deux tours de la présidentielle, il a rejoint Marine Le Pen. Il a appelé à voter Marine Le Pen. Il l'a fait évidemment aussi en 2022 contre Emmanuel Macron. Si je comprends bien votre discours, vous ne pourriez pas appeler à voter pour Jordan Bardella dans un entre-deux tours face à un candidat macroniste? D'abord, je ne me place pas pour l'instant dans une hypothèse à choisir pour un second tour, car j'espère qu'on va bousculer cela. Et j'espère qu'il y aura une candidature souverainiste qui pourra bouleverser ce scénario, qui est un scénario désespérant, profondément désespérant. Parce que chacun pressent tout de suite qu'il n'y aura aucun changement, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà. Donc je ne peux pas vous répondre précisément, parce que je pense que ce n'est pas ce scénario-là qui se produira. Voilà. Mais aujourd'hui, il est certain que Bardella ne nous donne pas envie de voter pour lui. Pas du tout. Pas du tout. Attal non plus, bien sûr. Philippe non plus, évidemment. Mais Bardella non plus. Pas du tout. Il n'y a plus rien dans le programme qui est appétissant. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Même sur l'immigration, pour ceux qui croient qu'au moins il va régler l'immigration, ce qui serait déjà pas mal, mais il n'y a rien. Il a même dit dans le journal allemand qu'il était favorable à l'immigration de travail. Il est en train de nous préparer sa mélonisation, ce qui finit à 500 000 entrées par an actuellement en Italie. C'est le plus haut taux d'immigration qu'ils ont jamais eu.
L'immigration de travail seule, d'abord, non, je ne suis pas d'accord. On a 6 millions de chômeurs, on n'a pas besoin d'immigration de travail. Faisons de la formation, faisons des choses intelligentes, mais pas de l'immigration de travail. Mais ensuite, c'est faux de dire on veut que l'immigration de travail et pas le reste. Ça ne marche jamais comme ça. Vous avez entre-temps, vous faites venir un travailleur, soi-disant, vous avez en même temps la famille. Ça s'appelle le regroupement familial. Et la famille, en plus, vous savez, au sens large, hein, parce que les directives européennes et la CEDH que le RN ne veut plus quitter sur le regroupement familial, c'est super large. Hein. C'est aussi les cousins, les cousines, etc. Donc, bon, écoutez, tout ça, même là-dessus, ça sera... Donc, ils ne nous donnent pas envie. Vous avez dit que c'était désespérant, pour autant, vous ne semblez pas désespéré. Non, bah non. Vous donnez rendez-vous... Il est désespérant, je ne dis pas que la France l'est. Un nouveau rendez-vous le 12 juin, je crois, dans la rue. Alors, le 13, je crois, 13 juin, samedi 13. Voilà, samedi 13 juin, 15h, place Pierre-Laroque, c'est notre... place fétiche, parce qu'on a envie de marquer le coup juste avant l'été. La crise sanitaire. Voilà, tout à fait, juste avant l'été. C'est un grand rassemblement pour le Frexit. Donc, il y aura des paysans, des défenseurs de la paix, de nos libertés, qui sont très attaqués, de la France. Voilà, c'est vraiment... Alors, j'invite tout le monde, absolument tout le monde, à venir dès 15h, le samedi 13 juin, ça va venir vite, place Pierre-Laroque à Paris. Il y a d'autres événements aussi partout en France, vous allez sur notre site. J'étais en Aveyron, faire une belle réunion publique cette semaine. Il y a du monde partout, ça bouge beaucoup partout. Et puis, sur notre site, vous pouvez vous inscrire pour les Assises de la souveraineté d'Arras, édition 2026. On sera probablement 4000 personnes, 30 personnalités. C'est sur le site des Patriotes. Vous allez sur Arras, Assises de la souveraineté. Vous pouvez vous inscrire. Tardez pas parce que ça part super. Vous avez déjà la date d'Arras ? Samedi 12 septembre. 12 septembre. J'espère que TVA y sera. Enfin, je pense. En principe, on est toujours... Voilà, comme vous étiez là à chaque fois. Non, c'est un bel événement. On aura Philippe de Villiers sera là, Alexis Poulain sera là, Caroline Galacteros, Jean-Frédéric Poisson, Jacques Cheminade, Thomas Séraphine, Guilain Bénessa, Pierre-Yves Augeron, tout le monde, il y en a 30. Donc je suis désolé d'en citer quelques-uns parce que j'en oublie beaucoup qui ne m'en veuillent pas. Mais en tout cas, il y aura absolument tout le monde. Et Régis Le Sommier, voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas. C'est un moment aussi de rassemblement et de combat puisqu'on sera au début de la campagne présidentielle. Évidemment. Merci beaucoup Florian Philippot d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez bien retenu, j'espère. C'est le 13 juin et le 12 septembre pour les prochains rendez-vous aux côtés de Florian Philippot. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas le petit clic, le petit commentaire et puis bien sûr relayez au maximum cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien.